Quelque chose de nouveau s'attaque aux grands pythons de Floride. Pendant des années, ces serpents ont régné sur les Everglades, prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, des animaux capables d'avaler des alligators entiers, de vider des marécages entiers de toute vie, et qui ne craignaient absolument rien de ce qui se déplaçait dans ces eaux. Puis, les biologistes qui les suivaient ont commencé à les perdre. Un signal radio après l'autre s'est éteint, et à chaque endroit où ils arrivaient, pas de carcasse, pas de sang, aucun signe que quoi que ce soit s'était produit. Seulement l'émetteur qui bipait encore, qui pulsait régulièrement depuis l'intérieur d'une créature ayant avalé un prédateur au sommet tout entier avant de disparaître dans les eaux noires. Puis une caméra a finalement capturé ce qui faisait ça, et les images ont laissé une salle pleine de biologistes, complètement sans voix, face à des données qui s'évaporaient. Laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer comment tout cela a commencé. Parce que toute cette histoire a démarré comme la science la plus banale qui soit. Bartoshik et son équipe au sein de la Conservie du sud-ouest de la Floride menaient ce qui ressemblait, sur le papier, à une étude de terrain classique à travers les zones humides du Picayune Strand et les abords du Big Cypress National Preserve, des émetteurs chirurgicaux implantés dans des pitons Beermans, un suivi radio à travers les marais, des couloirs de déplacement, des zones de chasse, des données de survie collectées jour après jour avec l'équipe de la Conservie dédiée aux pitons et avec l'aide du service des poissons et de la faune sauvage des États-Unis. Le genre de travail lent, méthodique et sans éclat qui finit dans une base de données plutôt qu'à la une des journaux. Voici ce qu'il faut comprendre avant que la suite ait le moindre sens. Dans les Everglades, le python Beerman est au sommet, le prédateur absolu, la créature dont tout le reste a appris à avoir peur. C'est l'animal qui mange les alligators, qui avale les cerfs entiers, qui vide un marécage, et continue de se nourrir. Rien dans ce marais n'était censé pouvoir lui résister. C'était précisément la raison pour laquelle ces chercheurs pistaient les pythons au départ, pour comprendre le monstre, pas pour découvrir ce qu'il mangeait. Jour après jour, il progressait dans une eau montant jusqu'à la poitrine en suivant les signaux. La chaleur pesait comme un fardeau, les racines de cyprès s'accrochaient à leurs bottes, et le jonc de scie, assez tranchant pour entailler la peau sans prévenir, entravait chaque pas. Les émetteurs eux-mêmes avaient leur importance. Ce n'étaient pas de simples petites balises fixées à une écaille. Il s'agissait d'unités chirurgicales implantées à l'intérieur des animaux, conçues pour émettre pendant des mois, pour pulser à travers des kilomètres de zones inondées, peu importe où le serpent allait. Alors, quand l'un d'eux se tait, votre premier réflexe, c'est de penser à une défaillance du matériel, une batterie morte, un appareil endommagé par l'eau. Votre premier réflexe n'est jamais de vous dire que le serpent lui-même a tout simplement disparu. Des pythons de cette taille ne s'évaporent tout simplement pas. Et puis les signaux ont commencé à mourir, pas les émetteurs. C'est ce détail qui doit vous frapper. L'équipement continuait de pulser à intervalles réguliers toutes les quelques secondes. Un battement électronique net, diffusé depuis un point fixe dans le marais. C'étaient les pythons reliés à cet équipement qui disparaissaient. Le python 19 fut le premier. 3 semaines de données claires et constantes. Schéma de déplacement, cycle de repos, fenêtre d'activité, tout était prévisible et normal. Puis un silence total. Pas le silence d'un animal à sang-froid ralentissant par une fraîche matinée. Pas un intervalle de repos entre deux chasses. Le silence spécifique et absolu qui ne signifie qu'une seule chose. L'équipe a frayé son chemin à travers les cyprès, les joncs de scie et les eaux stagnantes pour atteindre les coordonnées. Et quand ils sont arrivés, chaque personne présente s'est immobilisée au même instant. Aucune carcasse, aucun sang, aucune trace de traînée, aucune peau muée, rien de perturbé dans quelque direction que ce soit. Juste cette faible pulsation régulière émettant depuis l'intérieur de l'estomac d'autre chose. Ils ont fait le tour de l'endroit, inspecté l'eau, les buissons, la lisière des arbres proches, suivi le signal jusqu'à sa source, et il n'y avait tout simplement rien. Rien, sinon l'émetteur qui bipait depuis la vase, un indice sans scène de crime associé pour l'instant. Quelque chose avait avalé leur python entier, émetteur compris, et quoi que ce soit, c'était encore là, encore en mouvement, encore en train de digérer. Réfléchissez un instant à ce que cela implique.
Un python birman n'est pas une proie. C'est un constricteur musclé à croissance rapide, la créature devant laquelle les autres animaux fuient. Et quelque chose dans ce marécage en avait éliminé ainsi complètement qu'une équipe expérimentée, debout à l'endroit exact, n'avait pu trouver la moindre trace de ce qui s'était passé, une scène de crime. En octobre de la même année, 2 autres signaux s'éteignirent. 2 autres pythons disparus sans carcasse, sans preuve, sans une goutte de sang. 2 autres émetteurs continuant à pulser patiemment depuis des coordonnées où des animaux vivants se trouvaient encore peu avant. Une fois, c'est un hasard, un événement rarissime qu'on peut mettre de côté, en se disant qu'il ne se reproduira probablement jamais. Mais là, c'était 3 fois. 3 serpents, 3 émetteurs, chacun récupéré à l'intérieur de quelque chose que l'équipe ne parvenait pas à identifier. Une créature toujours tapie dans ce marécage, chassant dans un environnement grouillant de chercheurs et de caméras. Et personne ne l'avait jamais aperçu. Ils apportèrent alors le peu qu'ils possédaient au laboratoire et procédèrent à des radiographies. Puis ils se plantèrent devant l'écran d'imagerie et se turent complètement. L'une des personnes impliquées confia plus tard que ce qu'ils faisaient avait cessé de ressembler à de la science, pour prendre des allures d'investigation criminelle. Une sorte de CSI animalier penché sur un coin de marécage où un corps aurait dû se trouver. Parce que c'était exactement cela, ils ne pistaient plus des pythons. Ils enquêtaient sur leur mort, sans suspect, sans armes, et sans aucun cadre pour comprendre ce qu'ils cherchaient. La colonne vertébrale d'un python intact, enroulée dans l'estomac d'autre chose. L'émetteur chirurgical toujours en place, toujours actif, continuant à émettre son signal depuis l'intérieur d'un prédateur que personne ne pouvait nommer. L'un des animaux qu'ils reconstituèrent, à partir des données, pesait plus de 22 kilos et mesurait près de 4 mètres. Son cou était broyé, son corps découvert enfoui sous des broussailles. Quelque chose avait tué un prédateur apex de cette taille, l'avait avalé en entier, puis était retourné dans l'eau. Un python birman de 4 mètres n'est la proie de rien, dans aucune version de ce marécage que quiconque ait jamais cartographié. C'est lui qui vit d'une zone humide, et quelque chose l'avait traité comme un repas ordinaire. Bartoszek qualifia plus tard cet instant de moment le plus surréel de ses 20 ans passés sur le terrain. 20 ans à apprendre chaque animal de ces marécages, chaque empreinte, chaque marque de dents, chaque façon dont une créature peut mourir là-bas. Et il se retrouvait face à une image qu'il était incapable d'expliquer. Remarquez ce que cette image excluait discrètement. Quoi que ce soit qui ait fait cela n'avait pas déchiré le python en morceaux, ni laissé des restes à pourrir. Il avait avalé l'animal entier, os et émetteur compris, et l'avait gardé suffisamment longtemps pour commencer à le digérer. Ce n'est pas du charognage, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est un prédateur conçu pour engloutir délibérément quelque chose d'une taille proche de la sienne. Et la liste des animaux en Floride capables d'une telle chose est pratiquement vide, l'armée invisible. Voilà ce qu'il faut savoir sur le python birman. Il n'a rien à faire ici, pas même légèrement. Cet animal a évolué à l'autre bout de la planète, dans les jungles étouffantes et les zones humides d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, en Thaïlande et au Vietnam. Ces régions ont passé des millions d'années à construire des réseaux trophiques, spécifiquement conçus pour le maintenir en équilibre. Des prédateurs qui le chassaient, des compétiteurs qui l'évinçaient, des pressions pathogènes qui le décimaient. Tout un système invisible de contraintes biologiques s'était affiné au fil du temps géologique. Rien de tout cela n'a traversé l'océan avec les serpents. Le commerce d'animaux exotiques des années 1980 et 1990 avait expédié des milliers de bébés pythons aux États-Unis. Ils étaient bon marché, visuellement saisissants et faciles à vendre à des gens qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils achetaient réellement. Car ensuite, les bébés grandirent. Ils atteignirent 4,50 mètres, 5 mètres, 6 mètres, et les personnes ayant voulu un animal exotique facile à gérer prirent une décision discrète et catastrophique. Ils les conduisirent aux canaux, aux zones humides et aux lisières des Everglades, puis les relâchèrent. Des armes vivantes lâchées dans un territoire sans aucune mémoire évolutive de ce qu'était même un python birman.
En 1992, l'ouragan Andrew a ravagé le sud de la Floride et éventré des élevages commerciaux, libérant en une seule nuit des centaines de serpents supplémentaires directement dans la nature. Ce qui n'était qu'une fuite lente est devenu un véritable torrent. Ces serpents sont arrivés sans aucun prédateur naturel pour les attendre. Rien n'avait évolué pour les chasser. Rien n'avait appris à les craindre. Ils ont pénétré dans ce paradis en tant que machine à tuer parfaite et ont simplement commencé à se nourrir. Ce qui s'est ensuivi est presque difficile à formuler à voix haute. Les populations de ratons laveurs dans les zones touchées ont chuté de 99,3%. Pas diminué, effondré. Les opossums ont reculé de 98,9%. Les lynx roux de 87,5%, les lapins des marais, les rats musqués, les lapins à queue blanche, pratiquement rayés de la carte dans des endroits où ils vivaient depuis des milliers d'années, des cerfs de Virginie adultes avalés entiers, des alligators américains rescapés blindés de l'extinction qui a emporté les dinosaures engloutis en un seul repas, des dizaines d'espèces d'oiseaux retrouvés dans les estomacs de pythons, y compris des oiseaux migrateurs ayant volé depuis le Canada pour hiverner en Floride. Tout cela ne s'est pas produit en plusieurs siècles. Cela s'est passé en quelques décennies. Dans certains endroits, en l'espace d'une poignée d'années. Le docteur Frank Mazzati, écologue de la faune sauvage à l'Université de Floride, qui a consacré plus de 20 ans à l'étude de cette invasion, estime la population de pythons à plusieurs dizaines de milliers, peut-être plusieurs centaines de milliers. Une armée invisible, parfaitement camouflée, d'une patience sans fin, démantèle tranquillement de l'intérieur l'un des écosystèmes les plus irremplaçables d'Amérique du Nord, et les gens ont tout tenté. Le gouvernement fédéral a interdit les importations et classé le python comme espèce nuisible. La Floride a lancé des programmes de primes. Des chiens de détection ont été entraînés. Des drones thermiques ont survolé les prairies de Sirp. Des compétitions d'élimination ont attiré des chasseurs de tout le pays. Échantillonnage d'ADN environnemental, surveillance acoustique, relevés thermiques aériens de multiples agences, et même l'armée. Le corps des ingénieurs a été mobilisé pour coordonner la réponse. Rien n'a fait bouger les chiffres. Chaque chercheur sérieux ayant passé du temps réel sur le terrain en est finalement arrivé à la même sombre conclusion. Il la formulait prudemment dans les demandes de subventions et franchement autour d'un café, mais c'était toujours la même. Les pythons avaient gagné. Les Everglades étaient en train d'être perdus. Mazzati l'a dit clairement, debout sur le terrain après 3 semaines dans l'eau. L'écosystème se faisait dévorer vivant et aucun prédateur n'était capable de l'arrêter. Personne n'a contesté. Les chiffres ne laissaient aucune place au doute. Et puis les émetteurs ont commencé à s'éteindre sur les écrans de Bartok, et la réponse qui en est ressortie était celle que personne dans tout l'État n'avait jamais songé à modéliser. Chaque hypothèse s'est révélée fausse. Quelque chose engloutissait des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sans laisser la moindre trace, avant de se fondre dans le marais comme si rien ne s'était passé. Ça, ils le savaient. Tout ce qui venait après, ils se sont trompés. Une théorie à la fois. Un alligator géant était le premier candidat évident. Le sommet du sommet l'adore. Mais les preuves refusaient de coopérer. Les alligators broient. Ils effectuent des rotations mortelles. Ils laissent des dégâts catastrophiques et impossibles à manquer sur un site de mise à mort. Des os brisés, des tissus déchirés, des restes partiellement consommés dispersés sur une large zone. Ces pythons disparus ne présentaient rien de tout cela. Aucune blessure, aucune marque, juste disparus. Un puma de Floride. Les pumas tendent des embuscades. Ils mordent à travers le crâne ou la colonne vertébrale. Ils laissent des plaies de perforation, des griffures, la signature caractéristique d'un grand félin à l'œuvre. Il n'y avait rien. Pas un poil accroché au buisson alentour, pas d'égratignure, pas d'empreinte de pattes dans la boue. Un ours noir, puissant, opportuniste, capable de choses surprenantes. Mais les ours n'avalassent pas des serpents de 4 mètres en un seul morceau. Le mécanisme était tout simplement inadapté.
ils ont passé en revue chaque prédateur sérieux de la chaîne alimentaire des Everglades. Faucons, hiboux, autres grands constrictors, soulevés, examinés, écartés les uns après les autres. Quoi que ce soit qui agissait ainsi fonctionnait selon une méthode que leur modèle ne pouvait même pas reproduire. Alors ils ont fait la seule chose qu'une équipe de recherche sans réponse peut faire. Ils ont installé des caméras dans toute la zone d'étude, orientées vers chaque endroit où un signal s'était éteint, et ils ont attendu. Des semaines d'images vides, des herbes des marais se courbant sous le vent, des oiseaux en attente fouillant les hauts fonds, un raton laveur traversant parfois le cadre. Des heures et des heures de marécage, faisant exactement ce que font les marécages, c'est-à-dire rien de spectaculaire et rien d'utile. Les caméras de terrain se moquent bien de vos délais. L'équipe changeait les cartes mémoire, remplaçait les batteries, passait des heures dans le noir à examiner les images, et ne trouvait rien. Puis, un matin, un chercheur a ouvert un clip, et toute la session de visionnage, musique, s'est arrêtée net. Personne dans cette salle n'a dit un mot pendant un long moment. Le prédateur n'était ni un alligator, ni un puma, ni un ours ou un rapace, ni quoi que ce soit qui figurait sur une quelconque liste. Il n'était même pas de grande taille. Sur les images, la caméra montrait un serpent au corps épais et sombre, lourd et musclé, allongé parfaitement immobile dans la litière de feuilles au bord de l'eau, invisible contre la végétation en décomposition qui l'entourait. Une embuscade parfaite. Le genre de choses qu'on pourrait enjamber directement sur un sentier sans jamais le remarquer. Et puis il a bougé. Explosif, chirurgical, instantané. Il s'est verrouillé sur un python juvénile avant même que la proie ait eu la moindre idée de ce qui se passait. L'attaque était terminée presque avant que la caméra puisse l'enregistrer. Pas d'avertissement, pas de mise en position, juste le contact, puis la maîtrise. C'était un mocassin d'eau de Floride, une vipère à fosse venimeuse qui vivait dans ces mêmes zones humides depuis des milliers d'années. Un animal que chaque chercheur de cette équipe avait contourné sur le sentier une centaine de fois sans lui accorder une seconde pensée, et il chassait un python birman invasif et l'avalait tout entier, un serpent indigène mangeant un autre serpent. L'animal négligé, celui qui avait toujours été là, en train de gagner. Les images montraient qu'il travaillait lentement, méthodiquement, décrochait ses mâchoires autour de la queue du python et faisait progresser l'ensemble du corps dans sa gorge, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le serpent ait simplement disparu. Pas de convulsion, pas de lutte à la fin, juste un processus mécanique et patient, un prédateur accomplissant quelque chose qu'il avait manifestement fait des milliers de fois, sur une proie qui se trouvait être l'une des espèces invasives les plus redoutées du continent. Et c'est ce point-là qui a le plus frappé l'équipe qui regardait. Ce n'était pas un événement exceptionnel, pas un acte isolé survenu une fois par décennie chez un animal désespéré. C'était routinier. Le mocassin n'improvisait pas, il se nourrissait. Les radiographies ont confirmé le reste. Dans un cas documenté, le mocassin mesurait entre 86 et 107 cm. Le python à l'intérieur était presque aussi long, un serpent avalant une proie approchant sa propre longueur corporelle, repoussant les limites extrêmes de ce que quiconque avait cru physiquement possible. L'image ressemblait moins à un repas qu'à une impossibilité. Un serpent entièrement replié à l'intérieur d'un autre. Un biologiste de l'équipe a décrit cela comme « Regarder l'évolution ripostaire en temps réel ». Bartoszek n'a pas célébré. Il n'a pas appelé ça une victoire. Il est resté longtemps debout devant cette radiographie, parce que ce qu'elle confirmait n'était pas seulement un événement de prédation isolé. C'était une possibilité que personne n'avait modélisée, un mécanisme que personne n'avait songé à chercher, un animal indigène qui était là depuis le début, faisant exactement ce pourquoi il était conçu, pendant que toutes les caméras et tous les experts de l'État regardaient ailleurs. Le tueur parfait. Avec le recul, rien de tout cela n'aurait dû surprendre qui que ce soit. Le mocassin d'eau de Floride, Agkistrodon conanthi, est l'un des prédateurs les plus systématiquement sous-estimés d'Amérique du Nord. Les adultes mesurent entre 75 et 120 cm, et certains individus rares dépassent 1,80 m. Des animaux lourds et musclés, construits pour la vie semi-aquatique. Cyprières inondées, prairies noyées, système racinaire d'eau noire,
Exactement le paysage dans lequel le python birman s'est installé, c'était depuis toujours le territoire du mocassin. Le python n'a fait que s'y introduire et l'occuper. Cette posture célèbre, le corps enroulé, la mâchoire ouverte, l'éclair de blanc cotonneux dans la gueule, n'est qu'un avertissement. La vraie arme est invisible. Les mocassins sont des vipères à fausse. Un organe sensoriel thermique situé entre l'œil et la narine de chaque côté de la tête détecte le rayonnement infrarouge avec une précision extraordinaire. Ils chassent à la chaleur. L'obscurité ne leur pose aucun problème, le camouflage non plus. Même un python à sang-froid, légèrement plus chaud que l'eau environnante après avoir séché au soleil ou digéré un repas, génère un contraste thermique suffisant pour être détecté dans une obscurité totale. Sur son propre territoire, il est impossible d'échapper à un mocassin à gueule de coton. Le principal avantage de survie du python, ce camouflage qui lui permet de disparaître aux yeux d'équipes de recherche humaines pourtant à quelques pas, ne sert strictement à rien face à un animal qui chasse par la chaleur plutôt que par la lumière. Et puis il y a le venin. Hémotoxique, perfectionné au fil de millions d'années pour détruire les tissus et les globules sanguins de l'intérieur. Une morsure non traitée comporte un risque réel de tuer un adulte en bonne santé. Pour des proies plus petites, l'issue est presque toujours fatale en quelques minutes. Le mocassin n'a jamais besoin de gagner un combat de lutte. Le python, lui, tue par constriction. Il doit enrouler, maintenir, serrer et tenir dans la durée. Le mocassin à gueule de coton porte une frappe précise et recule. Le venin fait le reste face à un python juvénile qui n'a pas encore développé la puissance d'écrasement d'un adulte. L'affrontement se termine avant même d'avoir vraiment commencé. Et voilà le détail qui recontextualise toute l'histoire. Les mocassins sont connus pour chasser plus de 2 douzaines d'espèces de serpents dans le cadre ordinaire de leur alimentation, y compris d'autres mocassins. Ils sont ophiophages par nature, par instinct, par un comportement gravé dans leurs gènes depuis des millions d'années. Pour un mocassin à gueule de coton, un long reptile terrestre au corps souple représente de la nourriture sous une forme familière. Ce n'était donc jamais une nouvelle compétence que l'invasion les aurait contraints à acquérir. C'est simplement ce que les mocassins ont toujours fait. Le python de Birman n'était qu'un nouvel article sur un menu très ancien. Leur approche des proies grandes ou risquées est précise et patiente. Frapper et relâcher, puis reculer et attendre. 3 mises à mort confirmées dans une seule zone d'étude sur quelques mois. C'est un schéma, pas une coïncidence. Les biologistes pensent désormais que les mocassins ont identifié les pythons juvéniles comme des cibles à haute valeur et faible résistance, visant la fenêtre précise où un python est assez grand pour valoir l'effort, mais pas encore assez grand pour représenter une menace. Mais voici ce que personne n'avait vu venir. Les mocassins ne travaillaient pas seuls, ne combattaient pas seuls. Les propres données de suivi de Bartoszek racontaient discrètement une seconde histoire depuis le début. Personne n'avait assemblé le tableau complet jusqu'à ce que les émetteurs le révèlent au grand jour. Sur les 19 pythons suivis dans l'étude, 5 avaient été tués par des alligators américains. Et l'un de ces alligators ne mesurait que 2,75 m. Ces survivants ancestraux avaient résisté tout ce temps, silencieusement, sans relâche, sans jamais être consignés, sans battre en retraite, sans s'adapter pour coexister avec les pythons en les tuant. Le fait qu'un alligator de cette taille ait pu venir à bout de l'un de ces serpents est significatif. Cela signifie que ce n'étaient pas seulement d'énormes alligators mâles dominants qui faisaient le travail. C'étaient des résidents ordinaires de taille moyenne du marécage, ceux que l'on trouve partout dans l'écosystème. Puis, en juin 2021, une caméra animalière a capturé quelque chose sans précédent dans l'ensemble des archives scientifiques. Un lynx roux, une espèce dont la population avait été dévastée par cette même invasion, s'est attaqué à un nid de pythons. Sans fouiller les restes, sans tomber par hasard sur des œufs, sans surveillance. Il s'en est directement pris à la femelle en train de couver, griffant des 2 pattes avant, la repoussant avec une agressivité soutenue, puis a méthodiquement passé en revue la couvée, œuf après œuf. Un lynx roux pèse une fraction du poids d'une femelle python birman en phase de nidification. Ce python était fait pour défendre ce nid contre presque tout.
Le lynx est entré quand même, et il a gagné. C'était la première preuve photographique jamais enregistrée d'un mammifère indigène pillant activement un nid de python birman. Ces félins apprenaient à démanteler l'invasion de l'intérieur, développant de nouveaux comportements de chasse en l'espace d'une seule vie en réponse à une menace qui n'existait pas une génération plus tôt. Ce n'est pas ainsi que les choses sont censées fonctionner sur le papier. Une adaptation comportementale de ce type est supposée prendre de nombreuses générations, pas une seule existence. Un écologue qui a visionné les images l'a formulé simplement. Les lynx roux avaient compris avant les scientifiques. Des caméras placées au-dessus des zones inondées avaient capturé des hiboux et des faucons en train d'arracher des pythons juvéniles de leur position exposée, au crépuscule et à l'aube, les extrayant du système avant qu'ils ne deviennent des géants capables d'avaler des cerfs entiers. Éliminer un python à 45 centimètres, c'est aussi effacer chaque cerf, chaque oiseau, chaque alligator qu'il aurait consommé sur des décennies de vie. Une petite mise à mort réalisée tôt produit des effets considérables sur le long terme. Des ours noirs et des panthères de Floride ont également été documentés en train de s'attaquer à des pythons en plusieurs endroits dans la zone d'étude. Une véritable coalition s'était silencieusement constituée, sans aucune coordination. Des vipères dans la litière de feuilles, des rapaces chassant depuis la canopée, des lynx roux ciblant les nids, des alligators dans l'eau, des ours dans les broussailles, tous agissant indépendamment, tous faisant simplement ce que des millions d'années d'évolution les avaient façonnés à accomplir, défendre leur territoire contre quelque chose qui n'y a pas sa place. Aucun mémo n'a circulé, aucune espèce n'a tenu de réunion. Elles ont convergé vers la même cible depuis 5 angles entièrement différents et simultanément. Ça devrait provoquer quelque chose. Et d'une certaine façon, oui, mais les personnes les plus proches de ces données savent très bien qu'il ne faut pas appeler ça un sauvetage. La mathématique brutale, parce qu'il existe un chiffre qui va à l'encontre de tout cela. Et ce chiffre est sans pitié. Une seule femelle python birman pond de 12 à 36 œufs par ponte, parfois davantage. Elle enroule son corps autour du nid pendant toute la période d'incubation, contractant ses propres muscles pour générer de la chaleur, défendant l'espace contre tout ce qui s'approche. Ces animaux grandissent vite et vivent pendant des décennies. La logique reproductive ne tient aucun compte des défenseurs mobilisés contre elles. Même si des prédateurs s'acharnent sur un nid, une poignée de survivants suffit amplement. Ces survivants grandissent, ils se reproduisent. La courbe n'évolue pas de façon linéaire, elle se compose. Et ce moteur ne s'éteint jamais. Depuis le lancement du programme d'élimination en Floride, des chasseurs humains ont extrait plus de 5000 pythons du milieu sauvage. Le Florida Python Challenge de 2024 a retiré près de 200 animaux en un seul week-end. Pris isolément, cela semble significatif. Puis on le replace face à l'évaluation de Mazzati, selon laquelle tout cela combiné ne fait qu'effleurer à peine la surface. Personne ayant étudié ce problème en profondeur n'est en désaccord. Les pythons se dissimulent à un degré qui frise le surnaturel. Des chercheurs se sont retrouvés à quelques pas d'un animal lové et parfaitement alerte sans rien détecter. D'immenses étendues d'habitat sont tout simplement inaccessibles à pied. C'est le mur que finit par rencontrer chaque effort. Non pas un manque de volonté ou de moyens financiers, simplement un marécage trop vaste et trop efficace pour dissimuler ce qui y vit. Et pourtant, chaque action compte encore. Chaque morsure de cotonneux, chaque raid de lynx roux, chaque mise à mort d'alligator, chaque émetteur retrouvé dans l'estomac d'un animal non identifié. Chacun est un point de données, un pixel supplémentaire dans une image qui commence seulement à prendre forme. Chacun offre aux Everglades un peu plus de temps, du temps pour que les prédateurs natifs affinent ces comportements et les transmettent, du temps pour que les chercheurs développent de meilleurs outils, du temps pour que l'écosystème se souvienne comment se défendre. Les cotonneux n'ont attendu la permission de personne. Ils ont simplement commencé à chasser. Les lynx roux n'ont pas lu de documents de restauration. Ils ont attaqué. Pendant que les humains rédigeaient des demandes de subventions et planifiaient des réunions interagences, le marécage se battait déjà de son propre chef. Les caméras ont prouvé que cela se produit. Il ne reste qu'une seule question à laquelle les images ne peuvent toujours pas répondre. La guerre continue,
Est-ce que cela se passe assez vite? C'est toute la question. Et pour l'heure, personne sur Terre ne peut y répondre avec certitude, que le cotonneux ayant appris à cibler un python juvénile puisse transmettre ce comportement à suffisamment de générations pour infléchir la courbe de population, que le lynx roux ayant pillé un nid cette saison modifie toute la dynamique d'ici une décennie, que tout cela réuni, vipères à fosses, alligators, lynx roux, rapaces et chasseurs humains agissant à leur côté, représente une pression que les mathématiques reproductives d'un python birman ne peuvent tout simplement pas absorber ni dépasser, personne ne le sait vraiment. Et c'est précisément cette incertitude qui pousse des gens comme Bartók à retourner dans ces eaux noires, saison après saison. L'étude se poursuit toujours, les caméras continuent d'enregistrer. Le Conservancy of Southwest Florida étend son réseau d'émetteurs à l'affût du signal qui compte le plus, celui qui indiquerait que l'écosystème natif est en train de combler l'écart. Bartók consulte ses moniteurs aujourd'hui avec une attention d'une toute autre qualité que lorsque l'étude a débuté. Il ne traque plus seulement les pythons, il suit désormais les créatures qui les chassent discrètement depuis longtemps. Et quelque part dans les Everglades ce soir, dans les eaux sombres du Picayune Strand, un mocassin d'eau est en train de digérer un python entier. Son émetteur émet encore doucement des bips depuis l'intérieur de son ventre. À moins d'1 kilomètre de là, 100 œufs de python sont en train d'éclore. C'est toute la guerre concentrée dans un seul bout de marécage. Un prédateur indigène qui gagne silencieusement dans l'obscurité et 100 nouveaux envahisseurs qui arrivent pour occuper exactement l'espace qu'il vient de libérer. Le mocassin d'eau n'a aucune conscience de faire partie d'un ensemble plus grand. Il fait simplement ce qu'il a toujours fait, dans le seul endroit où il a toujours vécu, face à quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Aucune subvention ne le finance. Aucun organisme ne l'a mandaté. Cela se produit juste dans l'obscurité, chaque nuit. Alors, voilà ce que j'attends de vous avant de partir. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les Everglades peuvent vraiment se relever de tout cela? Ou le python a-t-il déjà gagné définitivement? Je lis tous vos messages. Et abonnez-vous avant de partir, parce que les caméras tournent encore. L'étude continue, et la prochaine découverte là-bas pourrait tout changer. Vous voulez être là quand ça arrivera.